Ok, bonsoir à tous, bienvenue sur Parole d'honneur. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe. Les paysans sont-ils contre l'Europe? Alors évidemment, je pense que vous avez tous suivi l'actualité ces derniers jours. On a vu les révoltes, on a vu les larmes aussi, puisqu'on en parlera, mais je pense que la question de l'abattage a beaucoup affecté les paysans en France. Et avec moi aujourd'hui, évidemment, il y a Yazid Harifi. Bonsoir Yazid. Salut. Voilà, que vous connaissez tous, qui a écrit pas mal d'articles dans cette dernière revue, la revue du Nou. Évidemment, on n'est pas à vendre, mais achetez-nous. Donc, cette revue, c'est sur l'opium du peuple. Légalisons l'opium du peuple. Donc, on revient un peu sur toutes les questions de post-sécularisme. On parle de la question de la religion et comment on peut justement sortir un peu de cet état qui s'est construit, en tout cas, contre les religions en France. Mais trêve de promotion. On a le plaisir d'accueillir du coup Thomas Gibert. Tu es porte-parole de la Confédération paysanne. Bonsoir. Salut à vous. Voilà, merci beaucoup de ta présence. Et enfin, Phil, tu es ouvrier agricole et aussi militant au sein des Soulèvements de la Terre. Et tu te charges de la coordination agricole. Oui, je suis militant au sein de la coordination agricole et je suis très heureux d'être avec vous Voilà. aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux d'être présents. Peut-être qu'on peut commencer par un petit retour sur les événements. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment tout ça, cette histoire est partie justement de ce qu'on appelle la dermatose nodulaire bovine? Eh ben, la dermatose nodulaire contagieuse, c'est une maladie vectorielle qui s'est développée cet été. Il y a eu le premier cas. Enfin, c'est une vieille maladie qui est qu'on connaît depuis 1920, il me semble. Elle est apparue sur le territoire métropolitain cet été dans les Hauts-de-Savoie. Et donc, c'est une maladie qui est virale, extrêmement contagieuse. Et qui fait apparaître des nodules sur la peau des animaux et qui se développe par un vecteur qui est en fait des petites mouches piqueuses qui vont transférer le virus d'un animal à l'autre. Et donc, c'est quand même une maladie qui fait du dégât au niveau économique, même si le taux de mortalité il varie entre 1 et 5%. Il y a quand même un fort taux de morbidité qui est en fait le taux de contamination de cette maladie. Et donc, il y a quand même, c'est quand même un gros souci sanitaire. En fait, il y a eu une grosse contestation de la politique sanitaire choisie par le gouvernement, notamment du fait de l'utilisation de l'abattage total des troupeaux dès l'apparition du premier cas de malades dans les troupeaux. Cette maladie, elle est infectieuse pour l'homme ou Non, elle n'est pas transmissible à l'homme. Et du coup, en fait, on est un peu habitué dans le monde agricole, malheureusement, avec ce type de politique sanitaire qui est vraiment inhumaine. Et là, nous, à la Confédération paysanne, on a dénoncé cette politique sanitaire inhumaine. Tu parles de l'abattage? De l'abattage total, oui, par contre. Parce que cette politique, elle a été accompagnée d'une vaccination uniquement sectorielle autour des premiers cas qui se sont déclarés. Or, nous revendiquions qu'il y ait un élargissement sur l'ensemble du territoire de la vaccination, ce qui est grosso modo le plus logique quand arrive une maladie extrêmement contaminante sur un territoire. En fait, on a juste demandé ce qu'il y a de plus logique dans la science, parce que ça, on tient à le rappeler fortement, parce que souvent, on nous traite d'anti-science, du luberlu qui voudrait pas vacciner, etc. Nous, la première revendication, ça a été l'ouverture vaccinale sur l'ensemble du territoire, qui, selon d'ailleurs une étude de l'EFSA, permettrait d'éviter l'utilisation de l'abattage total lorsque un cas se déclare, puisque d'après cette étude-là, quand la couverture vaccinale est effective, il n'y a aucune différence entre l'abattage total ou l'abattage ciblé des animaux malades. Okay. Et du coup, pourquoi on pousse vers l'abattage total? Parce que là, on ne comprend pas, nous, on dit, bon, si c'est aussi efficace... Parce que c'est la réaction immunitaire du système agro-industriel pour pas avoir à se remettre en cause et pour préserver des intérêts exportateurs et commerciaux qui sont mis au premier plan et non la rationalité sanitaire. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que si le gouvernement aujourd'hui s'entête dans une folie complète qui revient à détruire des vies de travail de paysans attachés à leurs bêtes,
c'est que si on étendait à l'ensemble du territoire national la couverture vaccinale, la France perdrait son statut d'indemnité de la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire, ce qui poserait une limitation, non pas un arrêt, parce qu'on nous brandit la menace apocalyptique d'un arrêt total des exportations de broutards vers les pays qui ont des ateliers d'engraissement et vers lesquels on envoie nos animaux, mais ça limiterait grandement des possibilités exportatrices pendant un trimestre. Et du coup, c'est le raisonnement gouvernemental, c'est de mettre dans la balance l'avis des éleveurs et des pertes économiques. Et nous, on fait le choix de prioriser la dignité des éleveurs, leurs fermes et les troupeaux face à côté de ces pertes économiques, quoi. Et au-delà de ça, en fait, c'est vraiment là, on voit que le choix qui a été décidé, c'est pas forcément un choix économique. Parce que, on pourrait croire qu'on serait contre l'économie, etc. C'est le choix de défendre un certain système économique, ce système libéral qui fait que notre élevage, il est vraiment ciblé vers l'exportation, du fait que voilà, on a ouvert les marchés, etc. et que le marché permet la concurrence sur le marché international et du coup, on se retrouve soumis aussi à des politiques sanitaires plutôt du niveau européen, etc. Et on n'a même plus la main sur ces politiques sanitaires. Et c'est pour ça aussi que nous, une de nos revendications, c'est le déclassement de cette maladie au niveau européen qui est classifiée A et qui, du coup, impose l'éradication totale de la maladie et oblige un peu à avoir des politiques sanitaires qui n'ont pas vraiment de sens. Puisque en choisissant de ne pas vacciner l'ensemble du territoire et du coup vacciner que autour des foyers et l'utilisation de l'abattage total, ça a fait que quelques semaines, mois plus tard, il y a eu d'autres foyers qui se sont développés dans le sud-ouest, mais qui auraient très bien pu être évités si nous avions choisi dès le début la vaccination totale sur l'ensemble du territoire. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement énervant, c'est que nous n'avons clairement pas été écoutés donc à la Confédération paysanne, mais aussi à la coordination rurale qui portait la même position que nous. Et du coup, ça nous fait dire aussi que cette crise sanitaire, elle dépasse bien plus la crise sanitaire. C'est une crise politique, et une crise de gouvernance des politiques agricoles, puisque on se rend bien compte qu'il n'y a que les dirigeants de la FNSEA qui ont l'oreille du ministère, et même on se rend un peu compte que la ministre n'est que le pantin de Arnaud Rousseau, quoi. On en est clairement là. Directeur de la FNSEA. Voilà. Du coup, ce qu'on comprend là de ce que vous dites, c'est que en fait, ce qui empêche en vérité la vaccination à grande échelle, c'est la classification de la maladie à l'échelle européenne, qui impose une éradication totale. Et donc l'éradication totale, ça veut dire l'abattage. Mais oui, exactement. Mais même en se disant qu'on n'arriverait pas forcément à déclassifier directement la maladie, on aurait très bien pu trouver des solutions politiques et économiques en négociant notamment avec l'Espagne et l'Italie, qui sont nos deux gros importateurs de viande bovine, pour qu'on puisse continuer à exporter dans ces deux pays-là pendant qu'on vaccine l'ensemble du territoire et jusqu'à ce que la couverture vaccinale soit effective, quoi. Il y a une très bonne question du chat de Pan, qui dit: est-ce que l'indemnisation lors de l'abattage est suffisante et y a-t-il une différence entre le laitier et les vaches à viande? Là, l'indemnisation par tête de bétail, donc je parle de vaches, je parle pas forcément de la suite des veaux, des génisses et tout, c'est 2100 € par bête. Et vu le prix de la viande aujourd'hui, c'est pas du tout suffisant et ça compense absolument pas les pertes de production qui vont s'étaler sur l'année. Donc non, là. Il y a peut-être aussi autre chose, c'est que les vaches, c'est pas seulement une question économique. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que ce qui fait la singularité d'une ferme et son âme, c'est la singularité du troupeau, quoi. Le troupeau, c'est quelque chose qu'on sélectionne, qu'on bâtit, qu'on se transmet de génération en génération. Et quand on fait table rase de tout un travail d'une vie comme ça, il n'y a pas on n'a pas affaire à des biens meubles qui sont substituables et on retrouvera pas ce qu'on avait au début. Enfin, si il y a un éleveur de vaches limousines en système herbagé qui se ferait abattre son troupeau, s'il rachète d'autres limousines d'un autre système, il retrouvera jamais les animaux qu'il avait, qui étaient adaptés à sa conduite, à son système, et il mettra des années, voire des décennies à y revenir, quoi. Et c'est pour ça que la rage paysanne aujourd'hui, elle est si grande, quoi. C'est que c'est un travail d'une vie qui est piétiné, quoi. Super, ça fait une super transition parce que là, on parlait de rage paysanne, mais ce qu'on a vu aussi, c'est la gestion particulière du gouvernement vis-à-vis justement de la résistance paysanne.
Notamment, c'était le 2 décembre dans le Doubs, si je ne dis pas de bêtises, où il y a eu un rassemblement pour empêcher un abattage forcé. Donc, on peut regarder. Alors. Donc là, celui-là, c'est en Ariège. C'est en Ariège, C'est ouais. le 11 C'est en Ariège. Désolé. Est-ce que tu peux décaler pour le son? Attends, je vais remettre depuis le début, peut-être. Le son, c'est bon? Non, le son, il est bon. Bah là, il n'y a rien. C'est normal. Problème technique. Non, mais du coup, ce qu'on disait, c'est quand même c'est impressionnant parce que nous, quand même, les Noirs et les Arabes, on est habitués à voir la police, on va dire, pas mal nous réprimer, mais genre, on va dire, on voit d'habitude qu'il y a une forme de clémence envers le monde agricole, qu'elle n'a pas forcément envers nous. Et là, du coup, on a été un peu tous choqués. C'est bon, Christophe? Non, je pense pas. Ok. Je lance la vidéo. Non, quand même, et on regarde s'il y a du son, quoi. Il y a du son, hein? Non, j'ai pas de son en interne. On se passe des vidéos. Ouais, on la passe 30 secondes. Bon, ça permet un peu de voir de toute façon le son. De toute façon, il n'y a pas forcément besoin de son. Donc, je pense que ça devrait aller. Vous pouvez parler alors, hein, c'est mieux. Oui, bah voilà. Du coup, je pense que ça ira, mais il y a un retour son. Et du coup, est-ce que vous étiez sur place ou est-ce que vous avez eu des retours de ce qui s'est passé tous les deux? Ouais, moi j'étais sur place en Ariège, donc, parce que la vidéo c'était bien en Ariège et pas dans le Doubs. Donc on était là au début du blocage. C'était un moment extrêmement fort parce que clairement on était plus de 600 personnes avec une immense majorité de paysans et de paysannes. Donc de la coordination rurale et de la confédération paysanne. Effectivement avec une détermination vraiment rarement atteinte aussi à défendre cet élevage qui risquait d'être abattu derrière. Et c'est vrai que quand on s'imaginait bien qu'il y allait y avoir de la répression des forces de l'ordre, puisque ça avait déjà été le cas une semaine avant dans le Doubs. Voilà, on s'imaginait pas qu'il y ait autant de déploiements avec des centaures, avec des hélicoptères qui tirent les gaz lacrymaux des hélicoptères. Et évidemment, nous, ça nous choque parce qu'en fait, on ne fait pas une politique sanitaire à coup de LBD et de gaz lacrymogène. C'est pas comme ça qu'on va rendre plus acceptable la politique sanitaire. Une politique sanitaire, ça se fait avec de la concertation. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de le dire. Clairement, aujourd'hui, on n'a pas été pris en compte. Nos revendications n'ont pas été prises en compte. Et forcément, pour nous, il faut qu'il y ait un lien de confiance entre les vétérinaires et les éleveurs et les éleveuses, parce que là, la confiance, elle est rompue et ça arrive à un tel point que, et bien forcément, les vétos subissent des menaces de la part d'éleveurs qui sont désespérés. Bien sûr, nous, on condamne ces menaces et c'est important de le dire mais par contre, on cible la responsabilité de cette situation vers le gouvernement et certainement pas des éleveurs qui sont désespérés aujourd'hui, qui se retrouvent à faire ça. Ça, c'est clair et net, quoi. Il n'y a pas un effet contre-productif juste au fait de dire on va vous abattre tout le troupeau si on a une qui est déclarée positive et qui fait que les agriculteurs vont sous-déclarer du coup? Clairement, les éleveurs et les éleveuses ont bien plus peur de l'abattage total de leurs animaux que de la maladie. Ah oui. Donc forcément, il y en a qui font des conneries, et qui cachent, etc. Et du coup, c'est extrêmement contre-productif, quoi. Donc oui, la maladie continue de se propager, la colère monte de plus en plus, la peur, et s'ajoute à ça derrière aussi, en toile de fond, la colère agricole d'il y a 2 ans, qui n'est clairement pas réglée, puisqu'on n'a reçu aucune réponse systémique sur la question du revenu et sur la question de la précarisation de notre métier, quoi. Est-ce que tu peux rappeler ce qui s'était passé il y a 2 ans pour les autres? Ouais, tout à fait. Il y a 2 ans, il y a eu énormément de mobilisation du monde agricole avec beaucoup de blocages partout en France,
qui est parti de base avec un peu des revendications sur une certaine volonté d'abaisser les normes environnementales pour pouvoir réussir à vivre. Et puis petit à petit, avec la Confédération paysanne, on a beaucoup porté la question du revenu qui est sur le devant de la scène et qui a petit à petit été aussi reprise beaucoup dans le mouvement. Et aujourd'hui, on avait réussi aussi à faire dire à Emmanuel Macron qu'il fallait obtenir des prix planchers rémunérateurs de nos productions, parce que pour nous, clairement, c'est ça la mère de notre bataille, hein, réussir à vivre dignement de notre métier, de nos productions, quoi. Tu voulais dire. Et ouais, il y a peut-être une chose qu'il faut préciser sur ce qu'on appelle la relative clémence de l'État face aux colères paysannes en temps normal, c'est que l'État ne les tolère que quand elles sont encadrées, régulées et canalisées par le syndicat majoritaire qu'est la FNSEA, et qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans cette situation. C'est que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que le complexe agro-industriel, via son appareil syndical majoritaire, à savoir la FNSEA, instrumentalise les colères paysannes pour servir son agenda libéral prédateur. Et là, ce qui se passe, c'est absolument pas ça. C'est que la forteresse FNSEA est débordée de toutes parts. Que le réel des contestations agricoles et des colères et des gens qui se soulèvent aujourd'hui contre cette politique sanitaire, c'est pas à l'intérieur de la FNSEA que ça se passe. Voire même on pourrait aller plus loin. Aujourd'hui, il y a des FDSEA, donc des fédérations départementales, des sections locales de la FNSEA qui prennent leur distance par rapport à la direction nationale et qui rejoignent le mouvement. Mais là, ce qui est en cours, c'est une sécession d'une partie du monde agricole vis-à-vis de ces dirigeants habituels. Et du coup, c'est là où la situation change radicalement et où l'État lâche les forces de l'ordre pour mater la contestation. C'est qu'il ne peut plus instrumentaliser cette colère de la même manière qu'avant. Vous me reprenez si je dis une bêtise, mais pour moi, la FNSEA, c'est une sorte de gros syndicat qui contrôle vraiment le milieu agricole, qui a verrouillé pendant des années, etc. Et aujourd'hui, on voit, ce que tu disais, c'est que ça déborde vraiment, du coup. Ok. Et... Oui, carrément. Nous, on l'a vu sur les blocages aussi, hein, sur les blocages des abattages total. Il y a de plus en plus de paysans des FDSEA locales, des jeunes agriculteurs. Et ça montre bien la fracture qu'il y a entre la base et les dirigeants nationaux. Et c'est aussi, nous, notre travail aussi, c'est vraiment de mettre ça en lumière. On n'arrête pas de le répéter sur le plateau, la responsabilité d'Arnaud Rousseau dans toute cette histoire qui est énorme. Clairement, à chaque fois, on nous dit oui, mais la politique sanitaire, elle a été faite avec de la concertation au CNOPSAV, qui est l'espèce de pseudo-parlement du sanitaire animal. Mais en réalité, quand on regarde la composition de cette institution-là, la Confédération paysanne, on a une voix. La coordination rurale, elle a une voix. Et puis après, pour la FNSEA, il y a l'EJA, la FNSEA, la Fédération viande bovine, la filière bovine de la FNSEA, la filière lait, donc la FNPL de la FNSEA aussi. Ils verrouillent aussi tout ce qui est banque, assurance. Et donc, dans toutes les institutions agricoles où se décident les politiques agricoles de manière générale, la FNSEA est extrêmement majoritaire puisqu'elle est tentaculaire, puisqu'elle elle a des représentants dans toutes ces institutions par différentes casquettes. Et donc, elle verrouille absolument la politique agricole, alors même que, je le rappelle, Confédération paysanne plus coordination rurale, on est largement majoritaire au sein du monde agricole. Tu as des questions, Yazid? Non, en fait, je me posais la question de savoir si ce que vous constatez là, à savoir le débordement de la direction de la FNSEA, déjà, à quel point est-ce que c'est sans précédent? Et aussi, dans quelle mesure vous pensez que ça peut aussi induire des phénomènes de politisation qui sont peut-être à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir Ça n'est pas sans précédent, au sens où pendant longtemps, la FNSEA était le syndicat unique et que l'histoire des révoltes paysannes depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est l'histoire de sécession collective vis-à-vis de la FNSEA. Je veux dire, les paysans travailleurs qui sont les ancêtres de la Conf, c'est des gens qui ont quitté ou qui ont été exclus de F2SEA locales et qui ont monté des syndicats de paysans travailleurs qui étaient révolutionnaires, qui étaient organisés sur leur territoire. Et du coup, je veux dire, la longue histoire des luttes paysannes, en un sens, ça n'est que l'histoire de la construction d'une autonomie paysanne par rapport
par rapport à ces institutions dominantes, quoi. Là, on voit aussi que la révolte elle s'est pas arrêtée à la France. Déjà, il y a 2 ans, c'était une révolte quasiment au niveau européen. Là, actuellement, il y a des affrontements au niveau de Bruxelles. En fait, la plupart des paysans c'était en rendez-vous à Bruxelles. Je pense qu'on peut voir la vidéo. Alors, je mets le son. Donc, alors, je vais remettre au début. Pas de son. Donc, c'est actuellement à Bruxelles. Voilà, donc c'est assez impressionnant quand même. Moi, ça me rappelle un peu les Gilets jaunes dans le sens où on a des personnes qui ont l'habitude de manifester, certes, mais pas de cette ampleur et pas avec cette violence. Mais cette violence. Avec cette. Après, des manifestants en cagoule. Oui, des manifestants en colère, en fait, d'une manière générale. On a l'impression qu'on a passé un cap en termes de détermination. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux Déjà, qui manifeste, ça serait Ouais, là, intéressant. c'est un Voilà, peu compliqué, il ne oui. faut pas tout mélanger. Voilà, qui manifeste Est-ce que déjà est-ce que c'est des soutiens des agriculteurs C'est des agriculteurs Quels agriculteurs de quel pays Donc là, c'est le COPA-COGECA du coup qui appelle à manifester, qui est la section européenne de la FNSEA. C'est donc tous les syndicats qui partagent les idées de la FNSEA. Et en gros, là, la colère, elle gronde notamment par rapport au Mercosur, mais dans leurs revendications, il y a aussi quelque chose d'assez contradictoire d'ailleurs avec le rejet du Mercosur, c'est l'abaissement des normes environnementales, etc., pour continuer la compétitivité sur le marché international. Il n'y a vraiment pas de rejet du libre-échange comme nous, on peut le porter. Nous, on s'était d'ailleurs, pour la petite histoire, on s'était quand même dit que, au vu de l'urgence, on souhaitait potentiellement rallier cette manifestation du 18, mais la COPA-COGECA nous a dit que les conditions, nous a mis des conditions complètement inacceptables, ne pas pouvoir prendre la parole, signer tout un tas de revendications qui étaient totalement contraires à ce que l'on portait. Donc on a été un peu, il faut quand même dire qu'on a été proactif un peu en se disant, là, l'urgence du Mercosur, elle est suffisamment énorme pour qu'on essaye de construire le rapport de force ensemble, et on a été face à un mur. Et du coup, nous aussi, on est extrêmement vigilants aussi dans cette séquence-là où la FNSEA a brillé par son absence sur les blocages de la DNC, de la dermatose nodulaire contagieuse, puisque clairement, c'est elle qui portait la politique sanitaire du gouvernement. Et donc là, elle a besoin aussi de se racheter une image Défense des agriculteurs. de défense des agriculteurs. Et donc, c'est très fort probable qu'ils aillent faire des actions extrêmement, un peu plus déterminées pour essayer de regagner un peu une image, alors qu'ils sont complètement out, là, pour l'instant, dans l'ensemble des colères agricoles au niveau français. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. D'accord. Parce que là où on a commencé à parler du Mercosur, Ouais, tout à fait. est-ce que justement vous pouvez un peu présenter qu'est-ce que c'est et pourquoi les agriculteurs s'opposent à ça? Parce que là, j'ai l'impression que c'est une sorte, même au sein de la FNSEA, ils font semblant d'être d'accord, enfin d'être contre le Mercosur. L'accord du Mercosur, donc c'est un accord de libre-échange entre l'UE et les pays d'Amérique du Sud. Donc l'idée, c'est de déréguler le commerce entre ces deux sections du monde, et notamment les gros échanges qu'il va y avoir, c'est l'échange de services et d'industrie de la part de l'Europe, et notamment des bagnoles allemandes, C'est pour ça d'ailleurs clairement. l'Allemagne est très favorable au Mercosur. Oui, voilà, mais eux, ils ont beaucoup à jouer au niveau commerce là-dedans, et en échange contre de la viande bovine, en gros pour caricaturer, parce qu'il y a bien d'autres productions qui vont être échangées, de la viande bovine issue du Brésil et d'Argentine. Qui avec un contingent qui est une sorte de quota qui serait proposé sans droit de douane à 99 000 tonnes de viande bovine qui du coup déferlerait sur le territoire européen, ce qui n'est pas forcément énorme, mais en fait vu que c'est des parties spécifiques, c'est la Loyau
qui est une partie du bœuf que l'on mange beaucoup en Europe et qui, du coup, vu que c'est une partie très spécifique, va avoir un impact assez fort dans le prix au niveau européen. Et donc, il y a vraiment, encore une fois, dans tous ces traités de libre-échange, nous on s'oppose à l'entièreté des traités de libre-échange, une volonté de mettre en compétition les paysans et paysannes à travers le monde, ce qui a pour effet de tirer toujours plus les prix vers le bas et du coup, pour continuer à être compétitif, à toujours aussi rabaisser les normes environnementales et sociales. Parce qu'il faut bien comprendre que les autres syndicats disent bah oui, mais du coup, il faut qu'on fasse la loi du plomb pour avoir plus de pesticides, pour pouvoir être plus compétitif. Mais en réalité, les avantages comparatifs, notamment avec l'Amérique du Sud, ne sont pas du tout uniquement sur les normes environnementales, puisque la viande qui est produite là-bas, elle est faite dans des latifundia qui sont des espèces de giga-fermes de plusieurs dizaines de milliers d'hectares, tenues par d'énormes financiers qui s'accaparent déjà énormément de foncier et qui emploient de la main-d'œuvre, qui exploitent même de la main-d'œuvre à moins d'€1 de l'heure. Et donc, clairement, on aura beau autoriser tous les pesticides que l'on veut, jamais nous ne serons compétitifs avec des productions qui sont produites avec un coût du travail si peu élevé. Et donc, c'est vraiment un leurre, c'est un jeu de dupes. Et le jeu pour l'élevage, notamment français, mais pas que, pour le miel, est extrêmement tendu. Et autre gros souci aussi que dans ce Mercosur, qu'on a aussi pas mal dénoncé avec les soulèvements de la terre, c'est le système de colonialisme chimique qui va énormément s'amplifier, puisque avec les camarades des soulèvements, les associations de soutien aux victimes de pesticides, cancer colaire, les faucheurs volontaires, il y a quelques semaines, nous avons bloqué une usine de pesticides en Normandie, de BASF à Saint-Aubin-les-Elbeuf, pour dénoncer aussi ces entreprises qui vont profiter de ce traité de libre-échange pour déverser, pour exporter encore plus des pesticides dont nous ne voulons pas sur le territoire français et européen, donc des pesticides interdits sur le territoire, et pour les exporter là-bas. Et en plus, donc c'est une hypocrisie absolument terrible, puisque en plus, avec le Mercosur, on va se retrouver dans nos assiettes en Europe et en France avec des produits qui auront été traités avec ces produits qu'on ne voulait pas sur le territoire français. Donc bien sûr, nous on dénonce ce colonialisme chimique, puisque voilà, à la Confédération paysanne, on a une vision internationaliste. Et on est évidemment en solidarité avec les paysans et paysannes d'Amérique du Sud qui vont continuer à s'empoisonner avec ces produits qui sont absolument terribles pour la santé. Et il y a un élément aussi qui est important dans ce contexte, c'est que là, l'usage que fait la FNSEA et le syndicalisme majoritaire du péril Mercosur, ça vise à justifier ce que tu disais, la fuite en avant productiviste, on cherche de nouvelles armes compétitives dans la guerre commerciale internationale. Nous, ce qu'on dit, c'est que cette guerre commerciale, elle est perdue d'avance. Du coup, ce qu'il faut chercher, c'est des mesures pacificatrices de la guerre économique. Et du coup, ça ne revient pas à tomber dans un espèce de protectionnisme national classique. Parce que le problème de faire ça, et c'est ce que dit la coordination rurale, c'est on ferme les frontières, on remet en place des taxes douanières et on ressort l'artillerie lourde du protectionnisme national tel qu'on l'a connu. Nous, ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est que faire ça, tout en affirmant qu'il faut continuer la vocation exportatrice de l'agriculture industrielle française en allant torpiller à coup d'exportation l'agriculture des pays du Sud, c'est en fait, dans le fond, cette revendication-là, c'est une revendication impérialiste, parce qu'elle peut s'appuyer que sur le bras armé d'un État impérialiste fort, et du coup, c'est pour ça que les mesures d'économie politique qui sont portées par la gauche paysanne actuellement essaient de briser un peu ce cercle de prédation entre d'un côté un espèce de libéralisme autoritaire dérégulé et de l'autre la nostalgie de l'État producteur à papa qui viendrait régler la solution. Et notamment une des mesures qui est mise au cœur du discours, c'est les prix minimums d'importation, parce que contrairement aux politiques douanières classiques, c'est des mesures internationalistes. C'est-à-dire que c'est des mesures qui viennent protéger le revenu des producteurs en France, mais aussi empêcher et conjurer les risques de dumping social dans les pays dont on importe les produits, quoi. Et c'est là où il y a une différenciation claire. Aujourd'hui, qui porte ces mesures au plan politique d'une manière générale, ou qui s'en rapprochent?
En tout cas, ça, c'est une proposition politique qui émane de la Confédération paysanne, de paysans de la Confédération paysanne, toujours dans cette optique de trouver aussi des outils politiques qui puissent à la fois répondre aux paysans français qui se retrouvent en compétition sur le marché international et qui, à la fois, peuvent avoir une visée internationaliste et en solidarité avec les travailleurs des pays exportateurs. Et sur ces prix minimums d'entrée, nous, on a une forte volonté de les mettre en avant aujourd'hui, puisque on se rend bien compte qu'on est vers la fin du néolibéralisme tel qu'on l'a connu depuis des dizaines d'années, et qu'il y a une sorte de trumpisation aussi du marché international hyper agressif et basé sur un impérialisme qui est clairement inacceptable. Et aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle manière de voir le commerce international qui est beaucoup portée par la Via Campesina, notre organisation internationale. Donc une vision du marché international basée du coup sur la solidarité et la souveraineté alimentaire telle que nous la comprenons, puisque la souveraineté alimentaire, c'est une notion qui a été créée par la Via Campesina dans les années 99, et qui a été largement récupérée ensuite par les gouvernements successifs libéraux pour la dénaturer de sa définition première. Mais la vraie définition première, c'est le droit des peuples à décider de leur politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers. Et donc cet outil des prix minimums d'entrée qui est, c'est un outil très simple. En gros, on empêche de rentrer sur le territoire français des productions en dessous des coûts de production français. C'est pas des droits de douane, on interdit juste de rentrer en dessous de ces... Donc on oblige les pays exportateurs à vendre au-dessus du coût de production. Du coup, on rend un peu cette marge aux travailleurs des pays exportateurs. Enfin, en tout cas, on donne la possibilité des travailleurs de négocier aussi avec les négociants pour réussir à améliorer leurs conditions de travail, etc. Et le principe qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est que la compétition ne se faisant plus sur le prix, vu que du coup le prix sera le même entre le prix de production français et le prix qui sera à l'entrée, la compétition pourra se faire aussi sur les normes environnementales et sur les normes sociales. Donc les pays exportateurs, pour éviter de perdre des parts de marché, vont pouvoir améliorer leur mode de production, aller vers le mieux-disant environnemental, vers le mieux-disant social, ce qui va complètement à l'inverse des traités de libre-échange qui, au contraire, a tiré toujours plus les prix vers le bas, pousse à l'utilisation des armes de l'agro-industrie, quoi. C'est assez ironique qu'on ait la discussion sur le Mercosur aujourd'hui, à un moment où, effectivement, ça fait maintenant pratiquement un an que Trump est revenu au pouvoir aux États-Unis. Et en fait, le discours qui est beaucoup servi par les médias pas très concentrés, c'est le discours de la fin de la mondialisation. Effectivement, il y a une forme de néolibéralisme qui est en train effectivement de progressivement disparaître, mais on nous a carrément vendu la fin de la mondialisation, le retour des frontières commerciales, etc. On voit que c'est tout sauf vrai. En fait, c'est simplement qu'il y a une mutation en fait, des formes que prend cette mondialisation, qui est, je pense, essentiellement liée, si on fait la différence avec le début des années 90, où pour le coup, c'était vraiment la mondialisation triomphante, sans conditions, etc. Je pense que la grosse différence aujourd'hui, au final, c'est la montée de la Chine. C'est ça qui a bouleversé aussi beaucoup les équilibres commerciaux à l'échelle mondiale. Et je pense que les Européens, vous me direz ce que vous en pensez, il me semble que dans les considérations qui sont au fondement des discussions avec les Latino-Américains, c'est aussi un enjeu de se trouver des partenaires commerciaux autres que la Chine, les Américains qui du coup sont en train de fermer les frontières de leur côté, et offrir en fait, comme tu disais tout à l'heure pour les Allemands, des débouchés en fait à leurs grandes entreprises qui soient de grande taille et qui soient fiables dans le temps. Il y a la question de l'effondrement de l'industrie automobile européenne. Je pense que là, on ne peut pas délier la question agricole de la question de l'industrie européenne d'une manière générale, où en fait l'Europe n'est plus en capacité de lutter face aux autres économies capitalistes de cette planète. Et du coup, peut-être que la question du sacrifice des paysans, c'est une façon, une monnaie d'échange pour continuer à maintenir ces industries, et notamment l'économie des pays dominants de l'Europe. Je pense que c'est ça qui est important de dire. Il y a complètement cet aspect-là. Et pour revenir sur la dermatose nodulaire contagieuse, je veux dire, l'absence de planification stratégique, de politique sanitaire réelle de l'État, plus la perte totale
nationalement et même, voire même à l'échelle européenne, de capacités productives, de moyens de prophylaxie, je veux dire, sur la question vaccinale, un des nœuds qu'on a, c'est que les vaccins, on est dépendant complètement d'importation sur ces questions-là. Et du coup, le fait que la politique d'État actuellement se réduise à des armes de pure police administrative et à des formes purement répressives, c'est lié aussi à cette perte de capacité stratégique à faire face à ce genre de situation, quoi. Donc c'est sûr que la question paysanne, elle doit être, elle s'insère dans une question de souveraineté qui est plus large que la seule autonomie paysanne et alimentaire, quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'à la Confédération paysanne, on a toujours porté cette chose-là, que l'alimentation n'est pas une marchandise comme une autre et qu'on ne joue pas en fait avec l'alimentation comme on joue sur des marchés avec des bagnoles, etc. Et que aujourd'hui, je pense que cette notion-là, elle fait globalement consensus dans beaucoup des citoyens et des citoyennes. Et du coup, pour nous, il y a un enjeu stratégique aussi à ce que le mouvement social, de manière générale, prenne en main ces questions de l'alimentation, puisqu'en plus, elles concernent tout le monde bouffe, et que du coup, ça peut très bien être un argument extrêmement intéressant à mettre en avant sur la remise en cause de ce système économique libéral de manière générale, puisque clairement, on veut protéger nos paysans, puisque il y a une espèce d'image du monde agricole, alors que on l'a détruit depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce qui reste des paysans. Voilà, de ce qui reste des paysans. Et du coup, là, un peu, pour moi, en tout cas, là où ce qu'on y voit, c'est une opportunité aussi de dire, là, en fait, il n'y a pas d'autre choix que faire de la régulation économique du marché international, qu'on arrête cette compétitivité, puisque sinon, après, il n'y aura plus de paysans, quoi. Oui, il y a un mot, je crois qu'il y a Manon Meunier qui a porté la question de la planification et des prix planchers. Du coup, est-ce que ça se rapproche un peu des positions de la Confédération ou ça s'en éloigne ? Oui, il y a nos propositions politiques, elles sont reprises par pas mal de députés, dont Manon Meunier, mais pas que. Hein, voilà, il y a d'autres, il y a plein d'autres partis politiques aussi qui reprennent. Après, nous, c'est aussi notre taf. Hein, on essaie de faire le taf de lobbying de nos propositions, puisque je le rappelle, on est quand même, c'est nous qui avons les mains dans la terre et qui savons quand même aussi pas mal de comment ça se passe. Et c'est vrai qu'on fait, parfois on est un peu étonné de certaines positions, de certains partis qui, en fait, on le voit bien, n'a jamais écouté nos propositions politiques. Donc aujourd'hui, on essaye un peu de faire ce taf-là et d'avoir aussi une stratégie de communication, de lobbying pour faire avancer ces idées-là. Ouais, pour peut-être je pense que là, on va être sur les dernières questions, mais il y a la question aussi, d'une manière générale, de la financiarisation de l'agriculture, dont les politiques européennes accompagnent et poussent. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Europe est encore une alliée du modèle agricole français ou peut-être, est un antagonisme ou devient de plus en plus un problème ? C'est peut-être deux questions différentes. Quand on parle de financiarisation de l'agriculture et donc de financiarisation des sociétés agricoles, il faut bien voir que ce dont on parle, c'est d'une séparation de plus en plus grande entre le capital et le travail dans les fermes. C'est-à-dire que historiquement, la condition agricole, c'était la condition d'un exploitant ou d'une famille qui était propriétaire, au moins formel, même si des fois c'est un peu fictif, de son outil de travail. Et du coup, il n'y avait pas de différence entre le propriétaire de l'outil de travail des capitaux de la ferme et la personne qui travaillait ces terres. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste avec la sociétarisation des activités agricoles, c'est que l'actif d'une ferme peut être possédé par des investisseurs extérieurs, notamment dans certaines formes de sociétés civiles agricoles un peu particulières, et du coup qu'on a une industrialisation des pratiques agricoles qui est accélérée par cette financiarisation de l'activité. Mais c'est pas exactement la même chose que la manière dont les politiques agricoles européennes pilotent cette fuite en avant productiviste, quoi. Les leviers sont pas exactement les mêmes, disons. Mais par contre, ce qu'on peut dire sur cette logique puisqu'on reste sur la financiarisation qui conduit à des phénomènes de concentration foncière importante avec des exploitations de plus en plus grandes qui exploitent des surfaces de terre de plus en plus
massive, c'est que c'est grandement lié à des politiques d'aide découplées de la PAC qui sont des primes à l'agrandissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rentabilité d'une ferme, elle passe de moins en moins par le travail visant du paysan qui va produire des denrées alimentaires, mais de plus en plus par le contrôle de terre qui octroie une espèce de rente où de l'argent rentre sur la ferme simplement du fait de contrôler des capitaux sous forme de terre. Et quand on regarde de près un peu la comptabilité des activités agricoles, on se rend compte qu'on se dirige de plus en plus vers ça. Ce qui fait que les grandes exploitations qu'on nous vend comme des grands modèles de compétitivité vers lesquels la Ferme France devrait se diriger, leur efficacité économique, elle tient plus à ce contrôle monopolistique de terre sur un territoire qu'à une réelle efficacité économique en soi, quoi. Du coup, le lien entre la politique, entre la PAC et la financiarisation de l'activité agricole, il se situe à cet endroit-là, mais ce n'est pas le seul levier de modernisation, industrialisation de l'agriculture. Oui. Donc ça a été aussi des moteurs importants pour finalement l'effondrement aussi de la population paysanne. Oui. Il y a des chiffres qui circulent d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde les connaît, qui sont quand même saisissants sur la disparition des paysans. Au milieu des années 70, on parle de 2 millions de personnes, c'est ça? Là, on n'est même pas 400 000. Ouais, il y a 30 ans, on était encore à 1 million. Là, on est 390 000. Et dans les projections, c'est 2035, on serait plus que 270 000. Et là, dans les 3 dernières années, on a perdu 30 000 paysans. En 3 ans, là. Il n'y a pas de remplacement, c'est un gros problème. Donc, presque 10% des paysans en 3 ans, quoi. Donc, c'est effrayant. Orléans est plus peuplé, hein, genre. Comment? Orléans est plus peuplé. Et c'est pas pour rien que voilà, nous, notre slogan, c'est pour des paysans et paysannes nombreux, parce que c'est vraiment la base aussi de tout notre projet politique, c'est réussir à obtenir un prix rémunérateur qui permette à des paysans de vivre aussi dignement de leur métier et de pas forcément sur des fermes de plus en plus grandes et ce qui aussi implique le fait que l'industrialisation de l'agriculture, elle bousille énormément de choses. Elle bousille la biodiversité, elle émet énormément de gaz à effet de serre, etc., quoi. Mais ça, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, c'est que les révoltes en cours, elles sont liées à un sentiment de fin de monde et de menace existentielle radicale pour plein de paysans, qui voient littéralement leur fin arriver. Et s'ils voient leur fin arriver, c'est parce que les campagnes autour de nous, elles se dépeuplent, que quand on fait un tour en voiture autour de sa ferme, on voit telle ferme dont on sait que le voisin, il est à 2 ans de la retraite, il est célibataire, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de repreneur, il a une ferme qui fait déjà 100 hectares, qui va reprendre cette ferme-là? Et quand on se balade, c'est une ferme sur 2 autour de soi. Et donc, ce sentiment de fin de monde, il est prégnant, et c'est le principal ressort existentiel de la crise en cours à plein d'endroits, quoi. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue. Alors, toute proportion gardée, c'est pas exactement la même chose, mais il y avait un agriculteur qui comparait l'abattage d'animaux à de l'extermination, voire un génocide. Il appelait ça génocide. Dans ces termes, lui, j'ai pas dit que c'était les miens. Je pense que c'est exagéré, mais je pense que ça fait aussi ressort à la question de la détresse et de dire, voilà, c'est comme ça qu'ils vont nous terminer, c'est en tuant le peu de choses qui nous restent, donc nos animaux. Enfin, moi j'ai une question à vous poser, peut-être pour clôturer l'émission. Là, on a vu justement tous ces soulèvements agricoles et paysans. On a l'impression que l'Europe accélère justement et met la pression aux agriculteurs. Il y a eu un appel qui a été relayé par Al Jazeera, notamment d'influenceurs indigènes, qui appelaient justement à rejoindre les agriculteurs parce que chez les indigènes, en tout cas, on a tout de suite senti une solidarité en disant « Ah, ils vivent la même chose que nous, la police leur tape dessus. Eux aussi sont maltraités par le pouvoir. » Et donc, je vais vous laisser réagir. On n'a pas le son? Ah. Voilà, on envoie. Vous pouvez commenter, hein. On va aller voir. Ouais.
Hop, ça Oui, suffit. Les Moi, je influenceurs. suis content que vous montriez ça parce que moi, je sais qu'il y a une chose qui m'a obsédé depuis le 12 décembre pendant plusieurs jours, c'est que de manière presque mémique et répétitée sur les réseaux sociaux et dans les paroles d'agriculteurs, plutôt de la coordination rurale, pour le coup, un des trucs qui était répété en boucle, c'était on envoie les blindés face aux agriculteurs alors qu'on n'envoie pas les blindés dans les quartiers. Ça a été répété. Et moi, ça m'a un peu, scié les pattes d'entendre ça, parce que c'est une déréalisation complètement fantasmée de la réalité de ce qui se passe dans les quartiers. Ouais, c'est clair. C'est quand même un niveau de déni de réalité qui est assez profond, mais qui cache une espèce de dialectique perverse de l'humiliation. C'est-à-dire que on pourrait se dire que le sentiment qu'il y a une homologie, qu'il y a un point d'expérience qui pourrait être commune entre les gens des quartiers populaires issus de l'immigration postcoloniale et les agriculteurs sur la question du mépris, du manque de reconnaissance, le sentiment d'être bafoué, et du coup, au contraire, il y a un point de jonction sur la question de la dignité. Et c'est pas le cas parce qu'il y a une grande part du monde agricole qui encore aujourd'hui réclame comme succédané de dignité le fait qu'on envoie des blindés. qu'on envoie des blindés ailleurs, ce qui est une revendication étrange. Et alors la question, c'est comment briser ce cercle-là, et sans doute que des déclarations de solidarité malgré tout de ce type peuvent aider, mais c'est sûr que c'est un nœud et que c'est du verrouillage, que c'est vraiment un des ingrédients du verrouillage politique de la situation, quoi. Parce que tu dis que c'est les nœuds du verrouillage politique de la situation, c'est parce que du coup, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que moi, je crois, là, une part du monde agricole est en proie à une crise identitaire massive. Ouais. Et c'est des gens qui se vivent comme des assiégés, quoi. Et du coup, ça donne lieu à des dérives corporatistes extrêmement perverses. D'abord parce qu'elles font le lit de l'impuissance paysanne. C'est-à-dire que les paysans s'en sortiront pas seuls. En vrai, on est 10 par canton. Il y a 10 paysans, 10 ouvriers agricoles pour les seconder. On est une toute petite minorité de la minorité. Le monde agricole s'en sortira pas seul. Et sans alliance avec les classes populaires contre la machine libérale qui nous broie, contre des politiques économiques prédatrices, il n'y aura pas de victoire à l'horizon. Et nous, c'est ce qu'on clame avec la confédération paysanne. Et du coup, de ce point de vue-là, ces discours qui nourrissent le ressentiment sont un poison, quoi, parce que mais pour les paysans eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'on est perdu si on ne se sort pas de ce cadre corporatiste qui bousille les possibilités de ralliement politique, quoi. Et pour le coup, pardon, vas-y. Non, mais moi, effectivement, je trouve que ça fait extrêmement chaud au cœur de voir ça, parce que on sait aussi, nous, à la Confédération paysanne, que les questions d'alimentation, elles concernent tout le monde, et que aujourd'hui, le système économique dans lequel on se trouve fait qu'il y a quand même 10 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire, 42% qui ne choisissent pas leur alimentation, et tout ça, on sait qu'il y a vraiment une alimentation à deux vitesses avec... l'incapacité des classes populaires de manière générale à pouvoir avoir une alimentation choisie, ce qu'on appelle choisie, on ne dit pas, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vu le prix de l'alimentation face aussi au prix du logement, etc., les choix sont vite faits sur le choix de qu'est-ce qui va être priorisé. Et du coup, nous, on porte des propositions politiques, notamment la mise en place d'un 5e volet de la sécurité sociale, de la sécurité sociale de l'alimentation, pour socialiser l'alimentation, pour à la fois permettre d'éviter qu'il y ait cette alimentation à deux vitesses, où en fait il y a les personnes aisées qui peuvent aller à la Biocoop, au magasin de producteurs, acheter les produits bio, etc. Et les classes populaires qui se retrouvent à aller chez Lidl, voire à bénéficier de l'aide alimentaire. Et face à ce constat qui est absolument terrifiant, parce qu'il faut bien s'imaginer, aller demander l'aide alimentaire, c'est aller prouver qu'on est pauvre, faire la queue pendant des heures pour aller bouffer des surplus de l'agro-industrie qui sont défiscalisés en plus, et qui du coup l'agro-industrie surproduit pour vraiment que dans les rayons ce soit blindé de bouffe, et du coup la défiscalisation de cette surproduction pour aller vers les pauvres, elle rentre
complètement dans le prévisionnel économique de l'agro-industrie. Donc on est sur le constat assez terrifiant que l'agro-industrie a besoin de pauvres pour être rentable. Et du coup, face à ça, on a besoin de propositions politiques fortes de redistribution massive de la richesse, mais via la cotisation sociale. Est-ce que c'est exactement ça ce qu'on propose avec la sécurité sociale de l'alimentation? Et je pense que ça, c'est extrêmement important de comprendre que nous, les paysans de la conf, où souvent on est sur des systèmes en bio, à petite échelle, etc., notre volonté, c'est pas de nourrir que des bourgeois, loin de là, quoi. Et que c'est pour ça qu'on vise à des transformations systémiques du système économique pour que l'ensemble des citoyens puissent avoir accès à une alimentation choisie, quoi. Tout à fait. Ah oui, moi je terminerai peut-être cette émission sur la question du nœud du problème, comme tu revenais, c'est la question un peu du racisme. Cette alliance qu'on appelle. Je voulais parler de ça Vas-y, justement tout à l'heure, vas-y, juste vas-y. avant que tu interviennes, parce qu'on parlait du coup de la fraternisation entre des influenceurs dans les quartiers puis les agriculteurs français. Il y a aussi la question du lien à établir entre le sort qui est fait aux agriculteurs dans les pays du centre comme la France et puis ceux de la périphérie, Oui. parce que là on a Oui. beaucoup parlé forcément de ceux de la France parce qu'on est en France, mais les agriculteurs... les travailleurs agricoles du Brésil, d'Argentine, du Chili, etc., vont aussi subir de plein fouet l'éventuel accord qui va être signé entre l'UE et le Mercosur, avec, comme tu le disais, l'élargissement des opportunités pour les grands propriétaires terriens, la déforestation qui va aller en s'accélérant, même si on n'est plus avec Bolsonaro. Donc ça va être peut-être moins... Encore que de toute façon, on ne sait même pas s'il sera là demain, Lula, mais en tout cas... La tendance qui va se dessiner avec cet accord, c'est quand même que, comme d'ailleurs tous les autres accords agricoles, enfin les accords de libre-échange qui ont porté sur l'agriculture, c'est le fait que, y compris les paysans des pays périphériques, sont par excellence des perdants dans cette affaire, d'un point de vue de leur santé, d'un point de vue de leur... Donc en fait, ni de l'un côté ni de l'autre, les travailleurs ne sont vraiment les gagnants de cette affaire-là. Dans les deux cas, c'est un grand capital qui, pour le coup, ne connaît pas d'intérêts nationaux, qui sort gagnant, quoi. Oui, il y a la question aussi des travailleurs saisonniers, Absolument. la migration Bien saisonnière, sûr, etc., tout à fait. qui organisent, puis même ce qui se passe actuellement en Palestine avec le vol des terres et la destruction des terres. Donc, toutes ces questions-là... Est-ce que vous sentez du coup que ces considérations-là de type internationaliste, elles prennent dans le milieu agricole? Nous, à la Confédération paysanne, on a une commission internationale depuis Tout à fait, bien sûr. le début qui est extrêmement active et c'est des points qui nous tiennent extrêmement à cœur. On s'est positionné bien sûr par rapport à la Palestine depuis longtemps. On a une paysanne qui a été dans la dernière flottille Oui, tout à fait. pour casser le blocus. On a les jeunes de la Confédération paysanne qui sont partis soutenir la récolte des olives pour empêcher les colons de les emmerder pendant la... Et ça a toujours été au sein de la Confédération paysanne. Il y a encore quelques semaines, on est allé bloquer un gros exportateur près de Perpignan de tomates cerises du Maroc. Parce que c'est une histoire qu'on porte depuis près de 12 ans maintenant, puisque le problème de ces tomates cerises issues du Maroc sont... en fait, qu'elles proviennent du Sahara occidental et qui sont étiquetées Maroc. Et donc, on est allé bloquer ce gros importateur en solidarité avec le peuple sahraoui qui du coup se voit un peu accaparer les ressources, leurs ressources par le Maroc et qui le Maroc exporte leurs tomates au niveau français, ce qui fait qu'on est sur une concurrence extrêmement déloyale puisque forcément nous on peut pas concurrencer des tomates cerises avec un mode de production comme ça. En gros les tomates cerises elles arrivent autour de 2 à 3 euros le kilo alors que nous les tomates cerises on les produit entre 8 et 10 euros le kilo. Il y a aussi la question de l'échange inégal entre pourquoi en Europe, où on a de l'eau, on importe de pays, notamment de la tomate, par exemple, du Maroc, d'une manière Sur un générale. stress hydrique de la très Tunisie, avancé. n'importe, Oui, carrément. sur un stress agricole. Ah mais de complètement. produits qui consomment énormément d'eau. Donc il y a toutes ces questions-là. C'est l'accaparement de l'eau. Ces pays-là sur exportent ces pays-là. l'eau, en fait. Mais Ouais, au-delà de ouais, ça, ouais. ce qu'il faut clamer, c'est que la prétendue
productivité de l'agriculture industrielle française, elle repose exclusivement sur le sol des hectares fantômes invisibles qui sont exploités dans les pays du Sud. Et du coup, toute la partie immergée de l'iceberg qu'on voit pas, c'est la chaîne de spoliation avant le blé qui est cultivé dans les plaines françaises, quoi. Et ça, c'est... Pour rappeler, l'agro-industrie nécessite des machines qui nécessitent de l'acier, qui nécessitent du carburant, du pétrole. Tout ça, ça vient tout ça, ça vient évidemment pas forcément d'Europe. Ça nécessite des engrais aussi. Des engrais, la question du phosphate pour le Maghreb principalement. Donc tout ça, c'est beaucoup de matières qui sont importées. Tout ça fonctionne en synergie, donc on ne peut pas séparer la question agricole. Mais du coup, pour revenir à cette question, vous aujourd'hui, vous sentez comment? Est-ce qu'il y a une évolution sur ces questions-là vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine, de la question anti-impérialiste, au vu des événements et de leurs considérations? Parce que est-ce que les agriculteurs et les paysans français, finalement, vont rejoindre ce qu'on appelle les damnés de la terre? Là, c'est clairement le nœud de notre travail, quoi. Enfin, c'est le cœur de notre travail. Nous, lors de notre dernier congrès où on a voté notre rapport d'orientation, c'est exactement ça qu'on cherche à trouver la solution. Il faut que, en gros, nos propositions politiques, nos paroles politiques puissent à la fois répondre à la détresse économique dans laquelle se trouve le monde agricole et à la fois faire sentir que les paysans du monde entier a une même classe qui est les grands perdants de ce système économique libéral et qui, plutôt que de voir l'autre comme un concurrent économique, plutôt comme un camarade qui a le même, avec qui on fait le même métier et que cette notion de souveraineté alimentaire, c'est en ça qu'elle est extrêmement puissante aussi, de réussir à continuer ce commerce basé sur la solidarité et le fait que tous les peuples doivent être en droit de choisir leur politique agricole et alimentaire, quoi. Mais après, ce qu'on peut dire quand même, c'est sur la question de, grosso modo, est-ce qu'on est en train de gagner? Est-ce que, oui, c'est ça la question. Parce que c'est ça. Moi, je pense qu'il faut voir que, je sais pas, le champ de bataille qu'est la paysannerie actuellement, il ressemble au champ de bataille de la société tout entière, quoi. Et que dans ce qui fait sécession avec le syndicalisme majoritaire, à savoir d'un côté la Confédération paysanne et ses alliés, et de l'autre la coordination rurale, il y a un contexte de rencontre où on se retrouve dans les faits du même côté de la barricade de manière circonstanciée, mais que c'est pas une alliance politique stratégique de long terme. Et je pense qu'il y a une chose qui n'est pas visible des collectifs militants qui opèrent en contexte urbain métropolitain, c'est que la coordination rurale était bien plus ambivalente dans son rapport à la fascisation au Rassemblement national avant, mais cette année, ils ont purgé tous les cadres en interne qui étaient des voix dissonantes, qui refusaient la fusion organique avec le Rassemblement national. Ça ne veut pas dire que tous les adhérents de la coordination rurale sont des fascistes, et à bien des égards, moi je comprends la rage qui les anime et pourquoi ils en viennent à ces choix-là, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a quand même un appareil politique qui est la deuxième organisation d'extrême droite dans ce pays, et c'est complètement sous-évalué. C'est-à-dire que c'est un appareil politique qui contrôle les institutions, des chambres d'agriculture, qui a un devenir milicien sur certains territoires, qui mobilise massivement une certaine classe sociale, et ce péril-là, qui fournit les ingrédients d'un fascisme rural, il est sous-évalué. Et alors moi, je ne pense pas qu'on vaincra ça en allant simplement à la confrontation directe avec les beaufs, grosso modo, et qu'il faut proposer une alternative politique et une alternative de lutte qui redonne un sentiment de communauté et de dignité à ces paysans qui sont en proie à une crise identitaire qu'on comprend bien, quoi. Mais qu'il faut quand même avoir conscience que là, on a d'un côté une gauche paysanne anti-impérialiste qui a fait le choix de soutenir la Palestine et de rejoindre le camp des damnés de la terre, mais qu'en face de ça, on a aussi tout un champ du monde agricole qui est en plein raidissement nationaliste et qui prendra pas notre parti dans les conflits interimpérialistes à venir, quoi. Du coup, je dirais qu'on est sur une ligne de crête et on ne sait pas de quel côté on va dévaler la pente, quoi. Les choses sont encore incertaines, mais c'est pour ça qu'il faut se battre, quoi. La solution n'est certainement pas seulement économique. Non. Et je pense qu'il y a aussi un gros pan qui est que le camp progressiste
doit faire hyper attention à la ruralité et qu'aujourd'hui, il y a quand même eu un certain mépris par rapport à la ruralité et ce qu'elle représente. Et clairement, on a abandonné tout plein de pans comme... je sais pas, mais comme la chasse qui est souvent raillée et dit comme c'est des gros beaufs débiles, etc. Alors qu'en vrai c'est un groupe pivot hyper important. La chasse, c'est par exemple c'est clairement complètement indispensable. Moi je suis maraîcher personnellement. Si j'ai des chevreuils et des sangliers qui me bousillent toute ma parcelle, c'est que je suis quand même bien dans la merde. Et donc il y a une nécessité absolue de réguler le grand gibier. Et aujourd'hui, le gros souci, c'est que on a laissé la chasse au côté réactionnaire et il y a de moins en moins de chasse paysanne et de plus en plus de chasse bourgeoise issues des villes qui viennent s'amuser à aller tuer du grand gibier en égrénant les sangliers, etc. Et du coup, il y a... Comment ? Égrener, ça veut dire nourrir les sangliers. Oui, nourrir les sangliers, pardon. Ouais. Et du coup, il y a vraiment... ça, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres qu'on aimerait aussi mettre en avant en ayant aussi la parole un peu plus que d'habitude dans ces moments-là. C'est que le camp progressiste, il faut qu'il se bouge pour être audible auprès de la ruralité parce que la bataille, elle est extrêmement importante, quoi. Là, on laisse la part belle au côté réactionnaire, alors qu'on devrait plutôt s'appuyer sur ce pan-là qui a quand même une force de frappe assez importante et qui en plus contrôle beaucoup du territoire français finalement. Je réponds à une question du chat qui disait bof à l'argument de la régularisation. Alors moi je répondrais juste que la chasse c'est pas seulement la question de la régularisation des animaux, mais c'est aussi de toutes les pratiques sociales autour de la chasse et toute la vie qui s'organise autour de ça. Donc en fait, ça reste un des derniers lieux de sociabilité dans les espaces ruraux. Donc faut pas non plus déconsidérer la chasse. Moi je veux bien continuer un peu là-dessus, c'est que vous menez à parole d'honneur la critique du progressisme libéral blanc. Et nous, en vérité, le sentiment qu'une part large de la gauche progressiste bourgeoise s'adresse à la ruralité et au monde paysan avec une mission civilisatrice de nous apprendre ce serait quoi le rapport juste aux vivants, aux animaux qu'il ne faudrait pas manger, qu'il ne faudrait pas abattre, en venant essayer de faire table rase de plein de pratiques de subsistance populaire. Moi, je viens d'une famille de proles qui chassent, et la chasse, ça faisait partie des quelques trucs qui rendent le quotidien collectif un peu chouette et qui faisaient de l'autonomie matérielle, qui faisaient de la subsistance et qui faisaient qu'on avait un peu encore un rapport à notre environnement. Et en vrai, je pense que une partie de la gauche est responsable du raidissement identitaire des campagnes et que le progressisme fait des ravages et participe d'un travail de division politique qui est complètement délétère, quoi. Même peut-être, on reviendra sur, je pense, dans d'autres émissions, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire, mais la question de l'abandon, justement, avec le statut d'ouvrier agricole qui n'est pas dans le régime général, etc., dès les années, je crois que c'est les années 30, au moment des grandes victoires socialistes. Donc déjà là, il y avait, on va dire, le verre était dans le fruit, quoi. Oui. Donc c'est une vieille histoire. Par rapport aux perspectives un peu stratégiques qui pourraient s'offrir, moi je me posais une question. On sent quand même, je ne sais pas à quel point est-ce que c'est significatif d'un point de vue statistique, mais il y a quand même une tendance croissante dans les villes et dans le périurbain aussi, d'une espèce d'aspiration au retour à la terre, qu'on voit beaucoup, qui s'est beaucoup accéléré, j'ai l'impression aussi avec le Covid, avec beaucoup de gens qui ont le sentiment, peut-être d'ailleurs à juste titre, d'étouffer dans les villes et qui aspirent à un retour en fait à la vie, au contact de la terre, au contact des animaux. Est-ce que c'est des choses qui rentrent dans le cadre de vos réflexions stratégiques sur le fait de se demander comment on fait pour rendre la vie désirable en fait dans le contexte rural? Parce qu'il y a aussi besoin de jeunes agriculteurs à un moment donné. Je parle pas de l'organisation, je parle d'agriculteurs qui seraient dans le jeune âge, justement pour renouveler un petit peu cette population et envisager peut-être des pratiques agricoles qui feraient qu'on aurait besoin de plus de monde qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce que vous racontez, c'est justement qu'on a besoin de moins en moins de monde parce que la financiarisation, parce que la sociétarisation... Yazid, il veut s'installer. Hein. Voilà. C'est une super nouvelle. On peut prendre en apprentissage. Je veux bien. Non, mais on va mieux respirer, j'espère. Effectivement, il y a un enjeu énorme à ce qu'il y ait une installation massive de paysans et de paysannes pour
enrayer cette industrialisation. Et pour nous, la première des batailles, je le répète, c'est la question du revenu. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont intéressés qui seraient intéressés pour s'installer. En vrai, c'est un super métier. On est dehors, dans un cadre magnifique, on produit de la bouffe, ça a trop de sens. Tu as du lien avec plein de gens. Mais aujourd'hui, le frein économique, il est quand même énorme, quoi. Et c'est pour ça que on a absolument besoin de mettre un coin dans ce libéralisme, de réguler cette économie pour qu'on puisse un peu sortir la tête de l'eau dans nos productions. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on le voit bien, la galère, elle est tellement grande pour s'installer mais encore une fois, c'est pas du tout pour décourager, parce que je pense que c'est hyper important que s'il y a des gens qui veulent s'installer, il faut qu'ils s'installent, parce qu'on a besoin d'être nombreux aussi, puisque en plus quand on s'installe, ça permet aussi d'avoir une légitimité de parler de la chose, de pouvoir aussi s'engager pour faire bouger les choses. Oui, en ce moment, s'installer, c'est pas facile, mais par contre, ça reste un métier qui est vraiment extrêmement agréable, avec beaucoup de liberté, de choix, de vie. Moi, j'adore mon métier. Je suis tellement content de rentrer sur ma ferme quand je suis sur Paris il faut aussi comprendre et même sur la sociabilité. S'imaginer qu'à la campagne, les liens, ils sont extrêmement forts, quoi. Moi, je sais que j'ai beaucoup plus de relations sociales que beaucoup de mes amis citadins, quoi. Donc, il faut aussi casser l'image que peut avoir la campagne et aussi ne pas arriver dans les campagnes en pensant qu'on va redynamiser la campagne, etc. La campagne, elle est déjà dynamique, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est du point de vue des Blancs, parce que nous, en tant qu'Arabes, c'est pas la même. Oui. C'est sûr. La campagne, c'est un mode... Bon, c'est un peu dangereux, on a dû risquer. Voilà. Pardon. Moi, j'aimerais bien rajouter un truc, c'est que je pense que le retour à la terre, il doit être politisé. C'est ça, en fait, que je voulais savoir. Il y a une tendance, je veux dire, qui retourne à la terre actuellement, c'est quand même des espèces de cadres blancs, bourgeois, aisés, qui ont des capitaux pour s'acheter une petite résidence secondaire avec 1 hectare qu'ils vont pouvoir cultiver en ce qu'on appelle les permaculture. néo-ruraux. Enfin, je caricature un peu, mais presque pas, en fait, parce que même je veux dire, qui s'installe en agriculture aujourd'hui, je veux dire, là, si on fait la sociologie des porteurs de projets, on est un peu saisi d'effroi quand on appelle à la lutte de classe, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un travers qu'il faut à tout prix éviter, c'est le travers de l'alternativisme, quoi. C'est de penser que la multiplication des petits gestes des gens qui vont aller s'installer dans un éco-hameau à la campagne avec leur poulailler, où ils vont pouvoir ramasser les œufs le matin avec leurs enfants. Enfin, ce truc-là, ça fait partie du problème d'une certaine manière, et que nous, on pense que le combat, il doit être mené politiquement pour rendre l'installation paysanne possible le plus largement et désirable. Et ça passe par faire sauter un certain nombre de verrous. Et les gens qui vous disent c'est possible, regardez, les alternatives existent, il y a qu'à être volontaire, ils font partie du problème. Bien du sûr, coup, c'est le syndrome Ravi. Il faut insister là-dessus, quoi. Mais moi, je pense aussi que avec l'évolution du dérèglement climatique, c'est Faburel qui disait que la ruralité, ça allait être le nouvel Eldorado, et qu'il faut aussi éviter que ce nouvel Eldorado il soit pris en main que par les classes bourgeoises, quoi, et qu'il y a tout intérêt aussi à travailler à rendre l'accessibilité aux métiers de paysans et aux autres métiers de la ruralité à l'ensemble des classes populaires. Et pour moi, il y a un taf malade à faire aussi pour que les classes populaires se sentent légitimes à venir investir ces territoires qui demandent qu'à accueillir du monde, quoi. Il y avait un article qui avait été coécrit par Aurélie Trouvé, du coup, qui est députée à LFI, qui porte en partie ces questions, qui montrait que je crois que c'est depuis 2023, si je ne dis pas de bêtises, on a plus d'ouvriers agricoles en France que d'exploitants agricoles aujourd'hui. Donc on a plus de paysans sans terre qu'avec terre, d'une certaine manière. Donc il y a la question de ce que tu disais, de la redistribution de ces terres-là. Et d'une manière générale, je pense que la redistribution à l'échelle globale des terres, parce que le problème se pose évidemment en France, mais il y a aussi la question de pays qui achètent des terres aussi à l'extérieur et qui fait qui privent certaines populations de l'accès à la terre. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la fin? Parce que là, je pense qu'on arrive sur la fin. Moi, c'est bon. Qu'est-ce que vous espérez des mobilisations en cours là aujourd'hui? Voilà, vraie question. La révolution. Non, on espère beaucoup parce que voilà,
nous, à la Confédération paysanne, on a décidé de maintenir les blocages, de continuer ce bras de fer qu'on a avec le ministère, mais aussi avec les dirigeants de la FNSEA, qu'on essaie aussi de mettre en avant que c'est pas que le ministère qui est aux manettes. Et du coup, on espère fort obtenir des victoires aussi bien que ce soit sur la question sanitaire que sur la question du libre-échange avec cette question du Mercosur. Et je le rappelle encore une fois, on a besoin de soutien là sur les blocages et franchement j'ai l'impression que donc déjà ce mouvement il est extrêmement populaire en France. J'ai entendu genre 60% d'avis favorables pour les blocages de gros axes routiers, donc c'est quand même un chiffre assez énorme pour le blocage d'axes routiers, donc allons-y, quoi, et élargissons la colère et convergeons aussi, profitons-en pour en faire une convergence pour élargir. Alors, enfin voilà, personnellement, on va éviter d'élargir trop avec la coordination rurale parce que les fractures idéologiques, elles sont extrêmement fortes et il n'est pas question de les mettre sous le tapis. Ça, c'était important que je le dise. Mais en tout cas... moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres colères qui pourraient converger aujourd'hui avec nous. Ouais. Fin de règne pour la FNSEA. C'est vers quoi il faut aller, quoi. C'est l'espoir. Ça, c'est une belle ambition, ça. Ouais. Écoutez, sur ce, en tout cas, merci d'être venu. Moi, je pense aussi, je partage aussi une note positive, dans le sens où j'ai vu aussi des vidéos au sein de la coordination rurale de personnes qui saluaient le travail qui a été fait par justement Manon Meunier, députée de la France Insoumise. Du coup, je pense que tout n'est pas joué. Merci à vous trois, merci Yazid, merci Thomas, merci Phil. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. De toute façon, on revient avec une émission pour le Liban à 19h, présentée par monsieur Youssef Boussouma, qui va essayer de distribuer la parole. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir et à plus le chat. Merci la technique, j'ai oublié. Ouais, merci. Ouais, j'ai noté. Merci. Vous mettez au son, là.